Bonjour à tous, bienvenue dans la table ronde qui concerne l'enseignement technique et professionnel. Je remercie tous nos hôtes et tous les participants à cette table ronde, mais aussi vous qui nous regardez depuis chez vous. Et je donne donc la bienvenue à notre modérateur, Alexandre Hall, qui est le directeur adjoint de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui nous fait l'amitié de nous accompagner ici et qui va modérer cette table ronde. Alexandre, je te cède la parole. Très bien, merci beaucoup Sophie. Écoutez, avant tout, bonne fête à toutes et à tous, à tous les professeurs de français qui nous suivent pour cette table ronde, et un énorme merci à Sophie et à toutes tes équipes pour l'organisation de cet événement. Donc, au cours de cette table ronde, nous mettrons l'accent sur l'enseignement, la formation professionnelle, que ce soit dans le secondaire ou dans le supérieur. On va essayer d'apporter ensemble un éclairage sur les spécificités du public de ces instituts techniques et professionnels, sur les enjeux de l'enseignement professionnel, mais également sur les dispositifs d'enseignement à distance que l'on peut mettre en place pour ce public et pour répondre à ces enjeux. Donc, j'ai le plaisir de modérer cette table ronde. Je suis, comme l'a indiqué Sophie, Alexandre Hall, directeur adjoint non de la Chambre de commerce, mais du français des affaires de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. C'est donc un environnement, l'enseignement professionnel, que nous connaissons bien, et tout particulièrement en Italie, vu que nous accompagnons depuis une quarantaine d'années de nombreux instituts techniques, commerciaux et dans le secteur du tourisme en Italie pour l'introduction de cours de français professionnel et la préparation de diplômes de français professionnel. Donc, si on a des partenaires parmi le public, je les salue chaudement. Donc, je vous rappelle donc à nouveau le titre de cette table ronde. Donc, quel dispositif d'enseignement à distance et comment développer des activités pratiques pour les instituts techniques et professionnels. Donc, pour répondre à cette question, nous avons réuni autour de cette table virtuelle quatre spécialistes qui viennent, vous le verrez, d'environnements très différents et ont une expérience extrêmement riche qui se complète afin de vous apporter, de faire, si vous voulez, un petit tour d'horizon des spécificités de cet enseignement, de son public et des enjeux. Donc, je vais commencer par présenter très rapidement Cinzia Billa. Donc, merci beaucoup Cinzia d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Donc, vous êtes docteur en littérature comparée et études linguistiques et enseignez le français au lycée hôtelier Pietro Piazza à Palerme, donc en Sicile. Vous êtes membre de l'association francophone et vous avez également enseigné le français du tourisme à l'université de Palerme, mais également une expérience de tutrice, formatrice de futurs professeurs de français. Alors, vous êtes très impliqué dans de nombreuses associations et dans des projets éducatifs et de mobilité. Alors, bonjour, avant tout, bienvenue. Et pourriez-vous nous préciser en une phrase le regard que vous souhaitez nous apporter aujourd'hui sur notre thématique? Oui, bonjour et merci à toutes et à tous. Oui, j'enseigne, mon regard descend de mon contexte de travail qui est un lycée hôtelier de Palerme pour l'hôtellerie et la restauration, qui est notamment la plus grande école d'Italie, c'est-à-dire qu'elle compte 2850 élèves et 370 professeurs. Et donc, l'enseignement à distance dans un professionnel tel que cela, si complexe, si grand, a ouvert beaucoup de questions de type pédagogique et d'enseignement et didactique. Voilà, c'est ça mon regard. Et en effet, on peut dire que les écoles ont fermé, mais cela a ouvert. Et cela a ouvert signifie qu'est-ce que la fermeture des écoles a ouvert. Et cela a ouvert des questions, un travail et un travail partagé.
Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui, j'ai un petit problème passager de micro. Merci beaucoup, Cynthia. Donc maintenant, je vous propose allez, on va voyager un petit peu. On va pas rester en Italie, on va traverser la frontière, les Alpes. Donc, Patrick. Donc, nous avons le plaisir d'avoir aussi également Patrick Courtin parmi nous, donc professeur agrégé de géographie à l'Université Paris-Nanterre. Dans le secteur du tourisme. Donc, vous êtes responsable de 3 diplômes, 2 licences professionnelles que vous avez créées et d'un diplôme d'accès aux études universitaires. Donc, comme son nom l'indique, c'est une passerelle hein, pour les stagiaires qui sont sortis du taux du système scolaire vers des études universitaires. Donc, bonjour Patrick, bienvenue. Pourriez-vous nous apporter un petit peu également votre éclairage? Merci. Alors, mon poste, en fait, est aussi en formation continue. J'ai la chance à Nanterre d'être le président de la validation des acquis professionnels. Donc, c'est à ce titre-là que j'interviens aussi dans les différents jurys, ce qui m'a permis de voir au niveau de l'accompagnement, du tutorat. Et donc, c'est des éléments que j'aborderai. J'ai la chance aussi de travailler avec le Centre de recherche d'éducation et de la formation, une équipe en sciences de l'éducation qui aborde tout ce qui est apprenance et fonction des adultes. C'est pour ça que l'articulation que je vais proposer aujourd'hui, c'est sur les dynamiques du rapport adulte à la formation pour construire un environnement d'apprentissage optimisé dans le cadre dans l'enseignement en distance actuellement. Et les 4 éléments d'intervention que je vais présenter cet après-midi, j'aborderai l'autodirection des apprentissages, la prise en compte de la dimension socio-affective, socio-cognitive et pédagogique, le lien de confiance du binôme enseignant-enseigné, et je terminerai par l'accompagnement par le biais du tutorat et du tuteur. Donc voilà. Merci. Très bien, merci beaucoup Patrick. Donc, bon, bah, écoutez, comme on ne peut pas voyager facilement depuis quelques mois, on va reprendre l'avion virtuel et maintenant on va se poser à Naples pour retrouver Luigi. Donc, bonjour Luigi Zamartino, vous êtes docteur en lettres, expert en langue et linguistique à l'Université de Naples. Vous enseignez également dans un institut technique, section tourisme, et vous êtes également, et c'est un peu le point commun de tous nos intervenants aujourd'hui, formateur de formateurs. Bonjour Luigi. Bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation. Je suis très heureux de rejoindre cette belle fête de FLE. On va parler ensemble en fait du distanciel, mais il ne faudrait pas oublier à mon avis qu'il s'agit pendant ces confinements, ces très longs confinements, plutôt que d'un enseignement à distance qui a priori considère toute une série de compétences préalables, d'une continuité pédagogique. Et en certains égards, je dirais aussi d'une didactique à distance forcée avec toutes ses limites. Et donc, en tant que telle, cette continuité, à mon avis, devrait conserver un lien avec les élèves et à faire en sorte qu'ils conservent un lien avec les apprentissages. On va voir ensemble qu'il faut proposer des activités numériques où il faudrait optimiser le temps qui est consacré et où les tâches devaient être les plus pertinentes à son public cible et les plus efficaces à réaliser, pour éviter en fait que la distance va se transformer en absence. Merci. Très bien, merci beaucoup Luigi. Et enfin, on revient en France donc pour retrouver Sandrine Brissot, qui est peut-être géographiquement parlant la plus proche de moi aujourd'hui. Donc, Sandrine, vous êtes docteur en sciences de l'éducation et avez une expérience de plus de 20 ans dans le monde pédagogique et dans le monde de la formation. Vous formez au quotidien les enseignants et les formateurs des écoles de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Au sein de vos fonctions, au cours de fonctions, au sein de la direction de l'innovation pédagogique. Donc, vous travaillez vraiment au quotidien à la transformation des pratiques et avez également beaucoup œuvré pendant ces 2 périodes de confinement. Bonjour Sandrine. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Je suis effectivement ravie d'avoir été invitée à cette table ronde. Moi, mon propos, c'est de former effectivement les enseignants
et de suivre au maximum les enseignants de nos écoles. Alors, bon, nos écoles à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris sont nombreuses et forment à différents métiers. Donc, mon point de vue sur le passage au numérique pendant la période du confinement, et c'est un peu ce que j'amène aujourd'hui, c'est d'envisager comment finalement la période de confinement a permis d'accélérer une stratégie numérique dans l'enseignement et dans nos formations, et de voir aussi comment aujourd'hui le numérique est un incontournable, le digital est un incontournable de la formation, dans la formation professionnelle, en partant d'un point de vue particulier. Le digital s'est invité dans les entreprises, donc en formant à entrer dans les entreprises, nous devons également penser à former avec le digital pour permettre une meilleure insertion professionnelle. Et toujours renforcer le lien éducation-emploi. Très bien. Bon, en effet, merci beaucoup Sandrine. Donc, juste avant de poursuivre, un petit rappel sur l'organisation de la table ronde. Vous êtes invités à nous poser vos questions sur le chat externe pendant tout le long de cette table ronde, et à la fin de la table ronde, donc le service éducatif linguistique va nous regrouper les questions en thématiques, nous les sélectionner, et nous pourrons les poser à nos intervenants à la fin de nos interventions. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à nous solliciter par la suite. Donc revenons donc à la thématique, on l'a bien compris, et on voit bien là justement aussi dans les différentes écoles dans lesquelles ou pour lesquelles vous travaillez au quotidien. L'enseignement professionnel est très vaste, le public également, il a ses caractéristiques, ses spécificités peut-être, c'est ce qu'on va essayer de comprendre, et avec cet enjeu qui est de former les professionnels de demain, qui est l'enjeu principal, tout en, bien évidemment, répondant souvent aux besoins des marchés de l'emploi localement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Le public que l'on rencontre, est-ce qu'il a des spécificités ? Comment l'enseignement prend en compte ces caractéristiques et prépare ses étudiants à s'insérer professionnellement ? Et bien sûr, toujours en filigrane, comment pouvons-nous le faire à distanciel ? Donc, pour avoir un premier regard sur ce public, le public technologique, Luigi, je pense que vous pouvez nous apporter déjà quelques éléments. Oui, bien sûr. Alors, il faut qu'on dise que dans tous les enseignements, il faut bien sûr s'adapter au mieux à son public cible. Dans le cas d'un enseignement à distance, il faudrait également savoir quelles sont les plus grandes difficultés ou les difficultés particulières quand il s'agit quand même d'élèves pas forcément équipés ou préparés ou des élèves motivés. Moi, je travaille depuis longtemps dans le technique, comme toi tu viens de dire, dans un technique économique en tourisme, et le public qui fréquente souvent les classes du techno, ce sont davantage des élèves qui constituent d'une certaine manière un échelon intermédiaire entre les lycéens et les professionnels. Donc, c'est un public qui a des objectifs bien précis, où il va continuer les études à l'université, et là, c'est plus ou moins le 50%, je peux dire, de mes élèves qui vont continuer les études à l'université ou des cours de spécialisation de 2 ans, il y en a entre eux, sans s'exclure quand même d'étudier en travaillant à temps partiel. Et, ou encore, il y a en revanche qui va rentrer directement dans le monde du travail. Donc là, il faut qu'on fasse une réflexion. Et c'est-à-dire que l'enseignement au techno doit donner une attention singulière et doit le faire dans toutes ces disciplines, et dans les langues notamment, au savoir-faire, une attention beaucoup plus qu'au savoir, en valorisant notamment les compétences pour rendre les élèves opérationnels et plus rapidement les rendre et les faire entrer dans le marché de l'emploi. Il faut aussi que je dise que généralement le public techno
il est un utilisateur familier des espaces numériques, habituellement utilisés des gens en présentiel. Et il faut qu'on dise que dans leur emploi de temps, en fait, ils ont 2 heures de cours d'informatique par semaine. Et donc, chez eux, de plus en plus sont équipés d'ordinateurs et presque tous sont munis d'un téléphone portable, non? En découvrant davantage dans ce moment de confinement, même les potentialités de leur téléphone, entre guillemets, intelligent, qui va devenir un véritable outil pédagogique de premier ordre. Hein. Donc, c'est un public qui, et on va le voir ensemble après, que les tâches doivent être opérationnelles dès les premières années. Merci. Non, je vous en prie. Donc oui, on retient bien savoir-faire, compétences, être opérationnel le plus rapidement possible pour faciliter l'entrée sur le marché de l'emploi. C'est vrai qu'on peut rappeler aussi que, alors ça dépend selon les pays, mais en règle générale, je sais comme en Italie, on a à peu près 30% de l'enseignement professionnel qui se fait dans une entreprise, sur un lieu de travail, que ce soit par le biais de stage ou par le biais d'apprentissage. Donc, justement, vous indiquiez cet attrait pour le numérique hein, de ces jeunes. Donc, je pense que Cynthia, justement, vous pouvez apporter déjà quelques éléments de réponse aux questions que la distance a apportées à cet enseignement. Oui, il faut même que je dise que moi, je travaille au centre-ville d'une grande ville, Naples, et donc peut-être il y aura moins de problèmes que dans les banlieues, et notamment dans les banlieues les plus stigmatisées. C'est-à-dire là, en fait, le contexte est assez équipé et motivé. Et puis, d'accord. Oui, moi je travaille dans la section tourisme et on sait très bien comment les langues étrangères dans le tourisme, ils vont étudier 3 langues à partir de la première année, il y a une motivation en plus pour eux. Donc moi, entre guillemets, j'ai un tout petit peu plus de chance par rapport aux autres collègues. Très bien, merci beaucoup. Toujours bien de profiter de sa chance. Cynthia, maintenant, si vous voulez, en Sicile, donc quelle est la situation, quelles sont les spécificités et quelles sont les questions que soulève le distanciel? Donc, comme je le disais tantôt, la fermeture de l'école a ouvert beaucoup de questions. Notre public est un public qui choisit le professionnel parce qu'il a vraiment, il appartient à un niveau social, économique où le focus, l'intérêt porté à la professionnalité et au monde du travail est immédiat, juste après l'école. C'est-à-dire ces jeunes choisissent cette école, le professionnel, pour aller travailler. Donc, il s'agit de jeunes qui sont très motivés vers le pratique, c'est-à-dire l'apprentissage de compétences pratiques. Ils adorent être en laboratoire, ils adorent faire, et cela, évidemment, a impliqué pour la nouvelle situation, vraiment une baisse de la motivation, c'est-à-dire la distance a empêché de travailler pratiquement, du moins au laboratoire, et donc cela a enlevé, a coupé une partie de la didactique qui donnait le plus de motivation aux élèves. Aussi pour l'apprentissage de la microlangue, je veux dire pour la langue étrangère. Cela a ajouté, la distance a ajouté aussi le fait que l'école est entrée dans les maisons et cela a révélé l'implication que l'appartenance à un certain contexte, je veux dire un contexte familier, où en plus la routine a été coupée, donc la routine quotidienne, et il y a eu aussi le manque de la routine quotidienne donnée par le confinement,
et évidemment a présenté ce contexte comme un contexte lourd pour la situation d'apprentissage. L'écran ouvert sur la famille, la chambre de l'élève et toute une situation familiale parfois difficile a présenté aux yeux des professeurs une situation différente. Il a fallu réécouter, revoir nos élèves. Donc voilà pourquoi je disais cela a ouvert des situations, des réflexions pédagogiques. Et donc le public, je veux dire, je confesse que j'ai redécouvert le public typique de mon école. J'ai pris conscience de beaucoup de facteurs qui sont décisifs, qui influencent leur situation d'apprentissage, situation personnelle, familiale, etc., économique, que la crise de la Covid a déclenché, dont je dois tenir compte. Donc, c'est ça, notre public. Je peux le dire maintenant avec plus de conscience. Très bien, merci beaucoup Cynthia. Donc en effet, on comprend bien la notion d'immédiateté, d'urgence dans laquelle il a fallu réagir. Moi, si je comprends bien, en effet, vous avez la première réaction a été pour parer au plus vite, de finalement transposer, je dirais, la partie plus académique des apprentissages à distanciel, avec un risque de perte finalement de l'apport de l'enseignement professionnel, qui est j'apprends en faisant, j'apprends en pratiquant, etc. Donc, comment justement on peut prendre ça en compte, tout en prenant en compte également tout l'univers de l'étudiant, de la maison finalement, la prise en compte de la maison avec les aspects économiques, matériels, familiaux, etc. Donc, on peut craindre en effet un risque de décrochage aussi, parce qu'on parlait, Luigi parlait de motivation avant aussi, donc de décrochage de ces étudiants. Sandrine, quelle est votre vision par rapport à ça au niveau du risque de décrochage? Alors, nous, je dois dire que pendant cette période obligatoire de mise à distance, dans nos écoles, ça a posé énormément de problèmes. Et comme le disait Cynthia à l'instant, effectivement, les élèves ou les apprenants qui sont dans nos écoles sont tournés vers une professionnalisation. Donc, ce qui les intéresse le plus, c'est toutes les activités qui relèvent de la profession qu'ils veulent intégrer. Dans nos écoles, on a énormément d'apprentis, c'est-à-dire des gens qui sont formés en alternance au centre de formation et en entreprise. Or, pendant la période de confinement, je prends le cas par exemple du domaine d'activité de Cynthia, nous, les restaurants ont été fermés. Donc, en fait, ils se sont retrouvés en double peine, double fracture, c'est-à-dire que non seulement ils ne pouvaient plus aller en entreprise, elles étaient fermées, mais en plus, ils se retrouvaient à distance avec des activités professionnelles pratiques qui leur étaient enlevées. Et en fait, ce qui s'est passé dans nos écoles, c'était particulièrement intéressant, c'est qu'on a vu des apprenants qui n'ont pas décroché. Et ça a été assez remarquable. On avait très très peur que nos apprentis décrochent. Ils n'ont pas décroché parce que, en fait, et je pense que Patrick en parlera après, il y a eu un gros travail de fait sur le collectif apprenant. Et on a des écoles où des collègues ont relevé des challenges incroyables d'ingéniosité pédagogique. Ils ont créé des challenges, notamment, je pense, dans le domaine de la cuisine, des challenges qui visaient à dire, voilà, vous faites une recette avec le fond du frigidaire. Et vous faites, à partir de cette recette fond de frigidaire, une fiche technique et vous présentez chacun, en prenant une photo avec votre smartphone, etc., votre recette. Et ce challenge permanent a permis aux collègues d'instrumenter, d'outiller davantage les connaissances pratiques ou de consolider ces connaissances pratiques pour chacun des élèves, mais en même temps, ça crée un sentiment collectif qui est quand même un des fondements de l'engagement à distance. Je prends par exemple ce que dit Denis Christol sur le fait que à distance, il faille absolument
travailler sur le collectif, l'appartenance au collectif, créer des moments où finalement on se sent efficace, mais à plusieurs. Voilà, c'est un peu ce que je voulais relever sur cette dimension-là de la fracture avec ce qui était l'objet d'intérêt des jeunes en formation professionnelle. Tiens, merci beaucoup Sandrine, parce on comprend bien en effet qu'il a fallu justement ce stress, cette angoisse qu'avait pu connaître tout le monde, hein, d'un côté enseignant comme étudiant au moment du confinement, et puis c'est toujours, c'est vrai, arriver en stage, c'est toujours très très attendu par ces étudiants. Le fait d'intégrer du collectif, et puis moi j'entends aussi du challenge, un petit peu du challenge, du ludique aussi pour finalement transférer un petit peu ce qui est vu en études pratiques à la maison, a eu un effet positif sur la motivation des étudiants, des stagiaires. Donc Patrick, je pense également que vous souhaitiez ajouter quelque chose justement sur cette dimension socio-affective. Oui, alors sur l'auto-formation, hein, c'est quelque chose qu'on a essayé de développer, et alors je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, mais c'est un élément extrêmement intéressant pendant cette période. C'est vrai que l'auto-formation, plein de gens s'interrogent sur cette question. On sait très bien qu'on peut apprendre bien en dehors simplement de ce qui peut se faire à l'université ou au lycée. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'un étudiant, en fait, doit avoir un minimum d'autonomie. C'est clair qu'il faut qu'il soit acteur de sa formation. C'est un terme qui me semble extrêmement important, qui présuppose, dès le départ de la formation, qu'il puisse s'interroger sur son propre projet. Alors moi, j'aime bien l'idée du projet personnel professionnel, de manière à ce qu'il puisse tout de suite investir le secteur de la formation et donc de s'interroger sur ce plan-là. Et évidemment, il lui faut des qualités personnelles propres, et c'est peut-être à nous de le développer. C'est pour ça qu'il me semble que le rôle du binôme enseignant-enseigné est véritablement la clé de voûte de la réussite. L'enseignant doit évidemment faire preuve de bienveillance, d'écoute, de patience pour accompagner l'étudiant tout au long de son parcours de formation. Et l'étudiant, quant à lui, doit faire preuve de détermination. Et donc, c'est à nous de déclencher cette détermination. D'où l'importance de suivre régulièrement par le biais de chat, par exemple, c'est ce qu'on a essayé de faire, hein, et pour créer ce que j'appelle, et je reparlerai de cet élément-là, le contrat de confiance. Moi, je crois que dans l'acte d'enseignement, qu'il soit en présentiel ou en distance, ce contrat de confiance, c'est véritablement l'élément essentiel. Et dans ce processus d'enseignement, on doit tenir compte de la réalité de l'étudiant, de comprendre comment il fonctionne, pour l'aider et l'accompagner dans sa réussite. Pour atteindre cet objectif, hein, tout ça c'est facile sur le papier, ça demande de l'autodétermination. Alors qu'est-ce que j'entends par là? L'apprenant doit faire preuve d'intentionnalité. Ça c'est une chose aussi importante. Il faut qu'on arrive, nous en tant qu'enseignants, à les aider dans cette démarche-là, pour se former, hein, ce qui présuppose deux éléments. Un premier élément, c'est la motivation, et on sait que sans motivation, c'est très compliqué. Et il faut que l'étudiant ait un véritable projet personnel et professionnel. Et on voit, je le vois bien dans les différentes formations dont je m'occupe à Nanterre, c'est très facile avec les guides conférenciers parce qu'on sait très bien, bon, d'abord c'est une formation qui s'adresse essentiellement à un public d'un certain âge, donc ils savent pourquoi ils vont se lancer dans cette formation, etc. C'est parfois beaucoup plus difficile sur un public peut-être plus jeune, qui a du mal à voir finalement vers quoi ils vont aller, et c'est à nous de faire cet accompagnement-là. Ça demande aussi une autorégulation. Hein, ça veut dire qu'on doit réfléchir à des stratégies personnelles, de manière à ce que l'apprenant puisse mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs, des qualités de savoir-être. Comment on mobilise l'attention, comment on fait en sorte qu'il y ait un véritable engagement, du savoir-faire bien sûr,
hein, puisqu'il doit piloter son apprentissage. Dans l'évaluation formative, par exemple, il y a toute une interrogation à avoir par rapport à ça. Et donc, les facteurs de réussite de l'autodétermination, c'est la motivation, on le sait, c'est l'engagement dans l'action, c'est la structuration de leur projet personnel. Ce sont des éléments essentiels qui soutiennent la démarche d'autonomie de l'apprenant. Et il me semble que sans cela, c'est extrêmement difficile. D'où l'importance. Alors nous, ce qu'on essaye de faire modestement à Nanterre, c'est qu'on essaye vraiment en distanciel d'être en contact tout le temps avec eux et véritablement de faire en sorte qu'on crée, je vais dire une famille, c'est un grand mot, mais en tous les cas, des moments où on se retrouve pour prendre le temps de discuter, y compris, pas uniquement de manière formelle, mais souvent de manière informelle. Et c'est souvent à ce moment-là peut-être qu'on peut faire plus facilement passer un certain nombre d'informations. Très bien, et peut-être qu'on peut déjà aller sur notre troisième point, hein, comment justement on a pu vraiment répondre à ces enjeux. Donc, c'est ce que vous proposez pour maintenir le lien de confiance que vous indiquiez? Oui, alors le lien de confiance, c'est effectivement l'élément essentiel. Et donc, pour qu'il y ait ça, une des premières choses qui me semble importante, c'est au tout début de la formation, et on a eu la chance, en fait, de ne pas être en distanciel au début de la formation, c'est que systématiquement, on reçoit chaque apprenant de manière à faire le point avec lui et de créer ce contrat de confiance. Je crois qu'il se crée dès le départ. C'est-à-dire que dès le moment où une personne vient en formation, c'est vraiment tout de suite ce moment-là où il faut créer cette idée. Exactement. Et ça a dû demander, j'imagine, beaucoup plus d'énergie encore, le fait de devoir l'individualiser, de moins les rencontrer en collectif, de devoir faire ça à distance par tous les médias que vous indiquiez. Alors là, c'est tout le problème. C'est un peu la quadrature du cercle. C'est-à-dire que quand vous avez des stagiaires qui ont déjà une forte autonomie, je dirais qu'à la limite, ils n'ont pas besoin de vous. C'est plus compliqué pour un public, en fait, qui s'interroge. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut presque aller au-devant d'eux. Il faut provoquer. Il faut essayer de... Quand je dis provoquer, c'est au sens provoquer la discussion, les aider, les accompagner. Et ça, c'est un élément qui me semble incontournable et essentiel. Très bien. Merci beaucoup, Patrick. Donc, Cynthia, peut-être que vous pouvez, je vous laisse la parole, parce qu'également, vous avez au-delà du maintien de confiance, c'est ce qu'a indiqué Patrick, vous parliez de responsabilité, de rendre à l'élève sa présence finalement, de le remettre au centre de l'enseignement et des apprentissages. Oui, en effet, la distance a laissé de l'espace entre l'enseigné et l'enseignant que normalement était un espace contrôlé et maîtrisé par l'enseignant. C'est-à-dire la distance a offert à l'enseigné objectivement un espace d'autonomie. Alors, du point de vue pédagogique, je pense que la réflexion on peut la poser comme ça. Est-ce que nous croyons que cette distance pédagogiquement est positive? Peut-elle être une distance qui favorise le développement, l'autodétermination de l'élève, comme le disait tantôt Patrick? Là, je pense qu'il faut bien se décider, nous les profs, parce que normalement, vers notre public typique, nous avons une hypothèse négative, une réponse implicite et négative vers cette question. Alors, je pense que, au contraire, les expériences de didactique à distance
ont porté des exemples, ont témoigné, documenté que dans la fatigue, dans le travail, qui fait que cette situation d'apprentissage n'est pas l'idéal, parce que enseigner, c'est présence. En tout cas, il y a un espace de responsabilité, de possibilité de responsabilité de la part de l'élève. Responsabilité vers quoi? Vers une relation, c'est-à-dire vers le prof, vers les professeurs, et cela ouvre à tout le chapitre de la fragilité des relations à distance que le confinement a ouvert et a rendu plus liquide peut-être. Des responsabilités aussi vers le destin de sa journée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut faire de sa journée. La responsabilité vers son projet de vie, comme le disait tantôt Patrick. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire de ma journée. Et donc la responsabilité vers son apprentissage. C'est à lui de faire le pas. Il doit apprendre, comme le dit la racine latine, il doit faire aussi, il ne doit pas prendre, mais apprendre. Et donc, cela ouvre pour le professeur l'ouverture, la disponibilité au risque de l'enseignant, parce qu'enseigner implique un risque, et à la liberté de l'apprenti, de celui qui apprend, de l'enseigner, à la responsabilité. Et je pense que cet espace ne peut que ouvrir à la possibilité d'une éducation et de bâtir des compétences, en tout cas, ou des hommes compétents et des femmes compétentes en temps d'émergence. Oui, très bien, parce qu'on lui remercie beaucoup de Cynthia. Donc, l'urgence était due, on le sait, à la contrainte. Après, on dit souvent que, alors, soit on se lamente sur ces contraintes, soit on continue à avancer. Et là, on voit bien que tout le monde a vraiment continué à avancer, soit les étudiants, les enseignants, les établissements. Et puis, on dit également que on innove et on ne crée jamais aussi bien que sous la contrainte. Qu'avec la contrainte, restons positifs. Donc, Sandrine, justement, au niveau de, vous avez observé, vous, avec les écoles, les collègues que vous avez accompagnés, une vraie créativité, un regain de créativité, je dirais peut-être, au moment de cette période? Alors absolument, c'est assez remarquable. On a vu se mettre en place des propositions d'activités complètement innovantes. Bon, quelques exemples rapides. Dans une école assez réputée qui travaille sur les métiers de l'image, on a vu se mettre en place des expéditions dans des musées avec des retours d'expériences collectives. C'était assez remarquable. Je voulais revenir sur un ou deux points qui ont été évoqués et l'articuler à un exemple que je voulais donner. Ce qui est important, de mon point de vue, c'est d'offrir un cadre qui permette à chacun d'avoir une forme d'agentivité. En fait, on a souvent confondu l'apprentissage à distance avec le fait d'apporter des connaissances et d'attendre des redditions de comptes de la part des apprenants. Cette période du confinement nous a permis de voir véritablement que les cadres offerts devaient être des cadres d'activité constructive, de conception, d'élaboration, de communication, mais aussi, et je me permets de le dire, à une certaine forme de réflexivité. Aussi bien de la part des enseignants que de la part des apprenants. Cette période a été apprenante terriblement pour les enseignants et je pense que le témoignage de Cynthia le montre tout à fait. Une compétence, moi je reviens à cette définition, qu'est-ce que c'est? C'est savoir, vouloir, pouvoir agir. On a vu dans cette période de confinement notamment un cas assez remarquable d'un formateur en ébénisterie, menuiserie, qui est très féru de numérique, abandonner le numérique, se placer chez lui avec un tableau blanc
et poser ces apprenants en position de bureau d'études. Ils devaient produire un chantier à distance. Et ces jeunes qui n'étaient pas forcément très bien équipés, sur le plan numérique, ont communiqué avec des smartphones, avec essentiellement des smartphones d'ailleurs, parce que c'était des petits CAP, et ont produit ensemble des chantiers, des plans, une construction, et se sont rendus compte à la fin du premier confinement qu'ils avaient acquis toutes les compétences attendues par le référentiel. Ils ont été sans cesse en activité, en reddition de réflexion sur leur activité, en communication sur leur activité et ont construit. Donc je pense que là, c'est un très très bel exemple de CAP ébénistes menuisiers qui se sont retrouvés à distance, en collectif et dans l'activité. Ok, merci beaucoup Sandra. Mon micro est activé, oui, merci beaucoup Sandrine. Donc en effet, on va peut-être revenir sur la dernière partie de cette table ronde pour voir un petit peu quels sont prendre du recul, je dirais, sur ces pratiques, sur l'efficacité de ces pratiques, le temps de prendre un petit peu de recul et puis de poser aussi les bases de demain. On parle un peu, bon, c'est un peu bateau de dire ça, mais on parle un peu d'un avant et d'un après Covid, un peu dans tous les secteurs, éducatifs, industriels, économiques, etc. On a bâti de nombreux dispositifs dans l'urgence. Il y a plein de bonnes choses, d'initiatives individuelles qui ont émergé. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on fait évoluer encore pour bâtir l'enseignement professionnel de demain finalement, parce que je pense qu'on ne peut plus le concevoir dans du 100% présentiel après ce qu'on a vécu. Donc justement Sandrine, je vais vous demander de garder la parole. Vous, comment vous voyez ça, et les autres participants, n'hésitez pas d'ailleurs, les autres intervenants, à rebondir sur ce qui est dit sur cette partie. Alors en fait, Alexandre, tu vois, il y a eu un truc qui a été particulier pendant cette période de confinement. Moi, à la direction de l'innovation pédagogique, j'ai animé tous les jours un live pédagogique avec tous les profs. C'est-à-dire que tous les enseignants pouvaient participer entre quelques minutes et 1 heure, puisque c'était un créneau d'1 heure. Pour discuter de ce qui se passait, de ce que ça ouvrait, etc. Et en fait, on a, à un certain moment du confinement, commencé à parler de l'école de demain, en se disant ce qui se passe est tellement dingue que on va construire un petit peu, on va commencer à réfléchir à ce qui va se mettre en place. Et en réalité, les apprenants sont devenus beaucoup plus autonomes qu'ils n'étaient. Ça, c'est quelque chose qu'on se dit depuis tout à l'heure. Et finalement, les travaux informels, ces savoirs informels qu'évoquait Patrick tout à l'heure, sont rentrés dans les écoles. Et aujourd'hui, par exemple, on a une école de la Chambre qui a changé de locaux. Et ces locaux ont été réinvestis par les élèves de façon totalement différente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils s'autorisent à se lever d'un espace d'atelier, bien sûr, et à passer dans des espaces qu'ils habitent et dans lesquels ils travaillent ensemble, en dehors du regard du prof, pour revenir après parler au prof ou montrer aux profs ce qu'ils sont arrivés à construire ensemble. Et ça, l'école est obligée de l'intégrer. C'est-à-dire qu'on a effectivement des jeunes qui se sont mis à travailler sur des dynamiques projets, qui ont été mises en activité et qui retranscrivent ce qu'ils ont fait sans être sous le regard des adultes ou des enseignants dans les espaces. Et on a une de nos écoles qui a complètement changé sa façon d'envisager cette occupation des espaces. Et je trouve ça assez intéressant de voir que l'école se construit autrement. Oui, ça rejoint finalement ce que disait Cynthia à un moment donné aussi, de remettre l'étudiant au centre de la scène, et puis aussi l'étudiant s'est rendu compte justement en prenant de l'autonomie que bien évidemment il apprenait beaucoup à l'école, mais il était aussi capable avec ses pairs d'apprendre et d'avancer et de s'appuyer aussi sur les connaissances déjà acquises des uns et des autres.
Et c'est vraiment intéressant que cette école puisse le prendre aussi en compte je n'aurais pas, moi, imaginé que ça pouvait avoir une implication dans la redistribution de l'espace C'est ça de cette école. Il y a un travail de coopération qui s'est mis en place, tel qu'on arrive à des coopératives aussi d'apprentissage. Et ça, c'est assez remarquable, parce que l'école est obligée de repenser sa façon de fonctionner à partir de là. Je note, repenser sa fonction, sa manière de fonctionner. Très bien, merci beaucoup Sandrine. Luigi, vous parlez aussi d'un moment qui a beaucoup inspiré aussi les enseignants. Oui, exactement, parce qu'il faut dire que le prolongement du confinement nous a mis tous en garde, hein, et moi en premier. Et parce que en fait, dans le premier confinement, on a souvent mis en action, moi je parle personnellement, des cours d'impro, une improvisation, un chaos qui a en fait provoqué une absence parfois. Et pour un certain nombre d'élèves, cette distance s'est transformée vraiment en absence. En fait, on a souvent lu ou entendu dire que l'enseignement à distance ne fonctionne pas ou ne fonctionnait pas du tout pour certaines, ou d'autres disaient que ça marche, ce type d'enseignement, mais hélas, il faut faire attention parce qu'on a pensé que c'était uniquement une transmission du matériel. Par exemple, des PDF ou des liens, par exemple. Ce deuxième confinement, si je peux l'appeler deuxième confinement, à vrai dire, a tous enseigné quelque chose. Et moi, je n'ai jamais été un grand défenseur du distanciel auparavant, mais en tant qu'enseignant et formateur, j'ai senti le poids de la responsabilité et j'ai dû entrer donc dans le jeu. C'est-à-dire, maintenant, l'enseignement à distance ou hybridé fonctionne, à mon avis, grâce aussi, si on arrive à maîtriser certains usages utiles du numérique. Et aujourd'hui, personnellement, je suis plus fort et plus à l'aise, et cette désinvolture vient d'être aussi très appréciée par mes étudiants. Reste toujours le risque de creusement des inégalités, le risque est toujours présent, mais il faut qu'on fasse toujours, qu'on donne toujours la motivation, même dans le distanciel, il faut qu'on donne toujours la motivation, et comme nous a dit toujours Rousseau, tout est dans la capacité de donner désir d'apprendre. Et c'est à nous, je pense toujours, la tâche principale d'un enseignant. Comment pouvons-nous donner désir? Moi, je pense qu'il faut entrer directement dans les compétences opératoires. Et je suis en train aussi de lire de temps en temps la chat, et là, c'est vrai que quelqu'un vient d'écrire les difficultés les plus grandes sont dans les premières classes. Et donc, moi, je pense qu'il faut, dès les premières classes, la classe première, deuxième, parce que dans le techno, mais aussi dans le professionnel, à partir de la troisième année, on va choisir le parcours et on va commencer aussi les activités de PCTO, c'est-à-dire de alternance. Mais dans les premières classes, il faut déjà commencer à présenter, à mon avis, à décomposer les savoirs. Il faut les décomposer, les savoirs. C'est-à-dire qu'il faut commencer à utiliser la découverte de la langue déjà à travers des compétences opératoires et spécifiques. Utiliser donc mots, verbes, expressions, ou mettre en action des activités qui peuvent être beaucoup plus intéressantes. Moi, je parle de mes élèves d'autisme. Par exemple, moi, je travaille énormément sur l'alphabet qui va permettre d'épeler et que ce sont, à mon avis, des compétences indispensables en matière d'accueil. On sait très bien les difficultés
épeler un nom, un prénom en français, etc. Ou encore, j'insiste sur les numéros, sur les dates, sur le lexique du numérique. Parce que moi, je pense en fait que savoir lire un adresse mail, par exemple, savoir lire un adresse mail, par exemple, c'est beaucoup plus opérationnel et motivant pour eux, pour mes étudiants, que savoir par cœur les accords du participe passé ou le passé simple. Là, c'est une réflexion à faire. Parce que qui a choisi le techno n'a pas les mêmes priorités dans le lycée linguistique, etc. Et ça, nous, on a également animé pendant le premier confinement un webinaire à ce sujet, parce que ce que vous indiquez, là, je m'adresse peut-être plus on est vraiment focus sur l'enseignement du français, mais vous avez, vous parlez de la méthodologie du français professionnel, du français sur objectif spécifique, c'est-à-dire revoir un peu le référentiel, revoir les tâches une à une, qu'est-ce qui est vraiment motivant, utile pour l'insertion professionnelle de l'enseignant. Et je peux dire que j'ai vu également, de par le monde, énormément d'initiatives d'enseignants qui ont transformé finalement à distance, grâce à la distance, grâce au digital, des situations de classe et le biais de simulation, en fait, le fait de devoir simuler automatiquement, de passer moins de temps sur les contenus, de moins de temps sur la langue, mais plutôt de simuler plus rapidement, grâce au distanciel, des visios, des réunions à distance, des réunions de travail, etc., a vraiment réellement intégrer la dimension professionnelle dans l'enseignement de la langue. Et c'était vraiment intéressant de voir toutes ces initiatives qui ont pu être mises en place grâce au digital. Elles auraient pu être mises en place, et je pense qu'elles doivent encore plus être mises en place également en présentiel, mais le fait sans doute d'être dans un espace classe académique ralentissait un petit peu cette prise, ralentissait un petit peu cette prise de conscience des enseignants qu'on peut également, si on peut transformer la maison et le à distance dans un environnement professionnel, on peut le faire également dans une salle de classe. Donc tout ça, c'est également à repenser, je pense. Ensuite, Patrick, vous êtes à l'issue de ce confinement, avoir vraiment mis l'accent sur les dispositifs du tutorat, justement. Oui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit sur le fond. On pourrait discuter, est-ce que c'est intéressant, je ne sais pas, d'agir par l'intermédiaire de la pédagogie inversée, etc., etc. Moi, je me suis plutôt focalisé sur l'accompagnement, parce qu'il me semble que ça doit vraiment être pensé en amont. Je crois qu'il y a tout un dispositif d'action à réaliser avec l'équipe pédagogique pour vraiment guider les étudiants tout au long de leur parcours de formation. L'intérêt d'être en contact via la messagerie, les forums de discussion, des espaces de rencontres, des visios personnalisés. Il me semble que ça, c'est véritablement quelque chose qui est encore peut-être plus important qu'en présentiel. Moi, ce qui me fait toujours peur, alors c'est vrai que là, je pense plus au diplôme d'accès aux études universitaires, ce qui est un public assez fragile, y compris avec des gens qui font ce diplôme en prison, donc forcément, cette relation distancielle, elle existe de facto, mais ça me semble tellement important qu'on repense cet accompagnement et qu'entre autres, le tutorat présuppose une organisation vraiment différente par rapport au présentiel. On doit tout de suite séparer les tâches de conception du cours, par exemple, et celles qu'on exerce pendant le tutorat. Le tuteur a vraiment un rôle pédagogique, c'est sûr, puisqu'il va être plutôt un instructeur, il va faciliter, ça va être un animateur, ça va être un intervenant, mais il y a le rôle socio-affectif qu'il ne faut jamais oublier. Motiver l'apprenant, même si on sait très bien que chaque individu doit se motiver lui-même, en établissant avec lui un contact personnel. Ça, c'est des éléments qui sont essentiels. Créer un environnement d'apprentissage amical, accueillant, bienveillant. C'est des termes que j'ai déjà utilisés tout à l'heure, mais qui me semblent
vraiment important. Oui, moi, ce que j'entends au fil des interventions, c'est qu'on est aussi sur. On se repose la question du savoir. Enfin, il y a les savoir-faire, savoir-dire, etc. Mais le savoir apprendre, parce que il faut savoir apprendre différemment, finalement. C'est un peu ça aussi. On a dû, les étudiants ont dû apprendre à apprendre différemment, mais aussi les enseignants à enseigner différemment, à revoir un peu on a parlé des espaces, de l'élément classe, de l'évaluation, des contenus, enfin de tout ce que cela impliquait. Cynthia, vous également, hein, vous indiquiez au cours de nos précédents échanges, c'est une grande période de créativité aussi, comment dire, on peut même parler d'un moment où tout le monde s'est réinventé. Oui, exactement, c'est vrai. C'était un besoin, c'est-à-dire, c'est sorti comme un besoin de répondre au désir de l'enseignant, d'enseigner. Donc, en effet, tout d'abord, il y a eu une hausse des compétences sur le digital de tous les profs, même ceux qui étaient des sceptiques. Mais on s'est réinventé, c'est vrai. Donc, le facteur le plus, je veux dire, comme enseignant, le plus décisif, je pense, par lequel je me réinvente, c'est le partage avec mes collègues. J'ai vu vraiment le déclenchement du dialogue entre les collègues comme je n'en voyais pas depuis longtemps. Et là, c'est vraiment incroyable. Il y a l'apprentissage entre pairs que nous, parfois, essayons de stimuler dans nos élèves. Ça fonctionne et ça marche beaucoup entre les profs. Donc, j'apprends beaucoup de mes collègues. On s'échange beaucoup d'idées et donc on devient plus créatif dans une communauté opérationnelle, une communauté de pratique. Et ça, c'est une première. Et aussi les élèves, comme avec les élèves, on peut accéder à un univers de matériel aussi authentique que nous, on a tous et toutes à disposition sur le net, sur le web. Oui. C'est comme avoir un laboratoire virtuel énorme dans lequel on peut, comme justement le disait Patrick, on peut guider, on peut accompagner aussi, même s'il parlait aussi de la figure du tuteur, ce que le tuteur, nous l'avons aussi dans la réforme des professionnels. Maintenant, ça a un rôle révisé par le ministère en Italie, dans les professionnels, mais en tout cas d'accompagner dans cette découverte de tout ce que le web révèle et aussi une découverte critique. Encore l'autre chose, est-ce qu'il y a des compétences que, comme le disait tantôt Sandrine, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le fond du frigidaire? Oui, on peut le faire. Et ça, c'est une compétence. Je pense que c'est la vraie compétence. Ce n'est pas un masterchef avec toute la table pleine de spécialités qui fait la compétence. La compétence, c'est la crise du frigidaire vide qu'il a fait. Donc, je pense que, par exemple, nous avons accompagné nos élèves à créer des recettes, des vidéo-recettes qu'après on a partagées dans le site de l'école. Et ce sont... il y avait des élèves muets qui sont devenus parlants. Incroyable. La distance les a rendus moins timides. Ils ont fait des choses qui les a rendus protagonistes. Et enfin, comme cela vaut pour nous les professeurs, je dis que l'auto-évaluation et le débriefing après toute activité est essentiel pour faire que l'élève soit responsable et protagoniste de son apprentissage. C'est-à-dire
faut dire donc, qu'est-ce que tu as appris avec ça? Qu'est-ce qu'on a appris ensemble? Est-ce que tu as tout fait pour, etc. Donc, stimuler l'auto-évaluation et l'emploi formatif de l'évaluation. Donc ça, c'est des éléments qui peut-être qu'on a récupéré avec la distance et j'espère on ne perdra jamais plus. Okay. Merci beaucoup, Cynthia. Donc, pardon. Je vois l'heure, nous sommes 15h29, on a encore 5 minutes, allez 4-5 minutes avant de donner de recueillir les questions du public. Alors est-ce qu'on peut s'essayer peut-être, je ne sais pas si on devait retenir 4 idées avec 4 verbes d'action sur ce qu'on doit mettre en place quand ce satané virus, enfin qu'on met déjà en place, hein, mais que l'on doit absolument garder et approfondir une fois que ce satané virus sera parti. Donc, je vous laisse libre de proposer soit des mots-clés, soit un verbe d'action. Je vous écoute et je ne donne pas d'ordre de parole. Allons-y, la distance apporte de la spontanéité. Alors, moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a une chose qui me semble primordiale et je provoque toujours mes étudiants en cours en leur disant cela. Je leur dis avec moi, c'est comme chez Darty. Alors, ils sont toujours très surpris parce que se disent, mais qu'est-ce que vient faire l'entreprise Darty dans ce que vous allez nous dire? Je dis en 75, en fait, ils ont une idée, c'est le contrat de confiance. Et je reste persuadé que dans l'acte de formation, qu'il soit en distanciel ou en présentiel, le contrat de confiance, c'est véritablement ce qu'on va pouvoir créer dès le départ. Hein, et ça me semble essentiel. Ce que je dis aussi aux étudiants, hein, il y a une deuxième chose que je leur dis toujours, si tu vas apprendre le latin à Pierre, c'est bien de connaître le latin, on a été formé pour ça. Mais tant que tu ne t'intéresses pas à Pierre, je pense que ce que l'on peut apporter me semble quand même dérisoire, parce que c'est avoir l'impression qu'un individu, quel qu'il soit, va apprendre de la même manière. Et si on veut véritablement que l'étudiant soit au centre du dispositif, c'est important de prendre en compte l'individu tel qu'il est. Alors, merci Patrick. Moi, la question qui me vient, c'est comment ça se concrétise dans l'établissement à l'heure actuelle? Est-ce que c'est concrétisé dans tous les établissements? Et ça, c'est une question que je peux poser également aux autres intervenants. Et sinon, comment le concrétiser, ce contrat? Est-ce qu'il faut rédiger à nouveau des contrats? Est-ce que c'est dans la formation des enseignants? Comment on peut concrétiser justement ce contrat de confiance? Moi, j'ai une formule, hein, elle n'est pas de moi, j'aurais bien aimé l'inventer. C'est un chercheur qui s'appelle Jean-François Bilter qui dit « Il faut arriver à créer l'observateur observant agissant ». Et ça, c'est la capacité d'arriver à prendre de la hauteur et de permettre dans l'acte d'enseignement que l'enseigné puisse aussi acquérir cette hauteur d'esprit qui lui permettra de penser par lui-même. Alors c'est facile à dire, hein, mais je crois qu'on a peut-être oublié cette dimension-là, qui est quand même la dimension de l'enseignement et lumière, etc., etc. Est-ce qu'on a observé dans vos établissements ou Sandrine, par exemple, dans toutes les écoles de la Chambre, est-ce que cette notion contrat de confiance est apparue? Est-ce qu'elle a été cruciale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place ou ce n'était pas nécessaire? Très honnêtement, je pense que les enseignants et les formateurs de nos écoles jouent énormément sur la construction de la confiance. Mais bon, ça reste quand même quelque chose, c'est un principe de vie en général. Voilà. Oui. Là, en acte, ce qui a été convoqué, c'est être bienveillant à distance, ça veut dire quoi? Et comment continuer à manifester cette bienveillance alors que la rencontre physique n'existe pas? Je pensais à ta demande de trouver des mots. Je pense que en verbe pur, c'est accueillir. On réaccueille ces apprenants à distance et en les réaccueillant, on leur offre un nouveau cadre
particulier où on va effectivement être dans la valorisation des individus, où on va être dans l'écoute des individus, mais aussi où on va permettre des valeurs coopératives de se mettre en place et de les valoriser. Donc, je pensais à accueillir parce que ça me semble extrêmement important. Merci. C'est très beau, qui plus est. Aussi, oui, Luigi? Si je suis tout à fait d'accord parce que cette modalité technico-pédagogique, si on veut l'appeler comme ça, ne doit pas omettre sa dimension affective et motivationnelle et doit donc continuer un climat propice au travail de l'équipe et commencer toujours à travers des actions comme par exemple débuter toujours à part une activité de brise-glace qu'on fait généralement en classe dans le présentiel, il faut le garder aussi dans la didactique à distance. Mais quel mot-clé vous, pardon Luigi, quel mot-clé vous retiendriez justement de, vous voyez, c'est ce mot-clé où à un moment donné où on va retourner en présentiel, mais on ne va pas peut-être abandonner le distanciel, on va garder une part de distanciel, et quel mot-clé ou quelques pistes vous garderiez? Eh bien, les deux activités, l'activité à distance et celle en présence, doivent maintenant vivre ensemble. Hein, converger. Converger, oui. Ou cohabiter. Absolument. Il ne faut pas les perdre. Hein. Il faut les garder. C'est une chose et l'autre. Donc, il faut être informel dans le distanciel et vice-versa. Il faut être il faut continuer à utiliser ces pratiques techniques même en classe. Il ne faut jamais l'oublier. Hein? Ok. Merci beaucoup, Luigi. On sent vraiment, on a accueillir, cohabiter, on reste quand même dans le même champ lexical. Cynthia, vous voulez compléter? Alors, je vais penser aussi à écoute et découverte. Et découverte dans le double sens de découvrir, c'est-à-dire de trouver dans la réalité, de découvrir quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et cela, c'est pour les élèves et pour nous. Et aussi de découverte, c'est-à-dire d'enlever la couverte, je pense qu'on est dans une ère nouvelle. La Covid, c'est presque comme la découverte de l'Amérique. Donc, je pense que je suis curieuse de voir ce que je vais découvrir moi-même et je veux avec moi mes élèves. C'est la boîte de Pandore est ouverte à nouveau et. Oui. J'aimerais, Alexandre, j'aimerais juste ajouter un dernier petit point. Je dirais aussi, si on a, en reprenant l'expression classique, si on a des droits, on a des devoirs. Alors moi, une des plus grandes difficultés que j'ai, je l'ai déjà abordé en pré-séance, c'est qu'il faut que les étudiants jouent le jeu en mettant leur caméra, puisque en distanciel, un des problèmes qu'on a, c'est de pouvoir interagir avec l'autre. Alors, bien sûr qu'on peut interagir par le chat, on peut interagir via WhatsApp, enfin, toutes les possibilités aujourd'hui techniques qui peuvent exister. Mais si jamais on ne met pas la caméra, interagir, ça me semble extrêmement compliqué, et notamment pour établir ce contrat de confiance, qui me semble essentiel. Sans cela, c'est compliqué. Donc ça, c'est une nouvelle contrainte à intégrer finalement, des nouvelles règles de cohabitation, si je veux reprendre un des mots-clés qui a été cité. Écoutez, merci beaucoup à tous les quatre d'être intervenus sur ces différents points. Je vois le temps tourne, il est 38, donc on a 7 minutes à peu près peut-être pour avoir quelques questions. Sophie, si tu veux bien... je crois que c'est toi, Sophie, qui va nous les poser. Alors, on a reçu quelques questions, en effet. Je vais vous les poser par ordre d'apparition. Alors, Giuseppe Villari nous écrit « La didactique à distance ne peut pas être positive pour les élèves des premières classes
qui doivent décider leur choix à faire, en fait, qui doivent décider de leur orientation. Il parle notamment des lycées hôteliers à la fin de leur deuxième année. Qu'en pensez-vous? Alors, en effet, moi, c'est exactement lors d'un des intervenants, d'une des interventions, pardon, j'y ai pensé parce que je connais assez bien l'école Ferrandi, notre école de cuisine, où la première année, justement, les étudiants passent dans toutes finalement par de la pâtisserie, par de la cuisine, par de l'hôtellerie bientôt, et je me disais tiens, et ils découvraient par la pratique quel métier, là où ils étaient bons, quel métier ils souhaitaient faire, et c'était décisif cette première année pour le choix finalement de la filière qu'ils allaient entreprendre par la suite. Donc ça revient un petit peu à la question de Giuseppe. Qui d'entre vous a peut-être un élément de réponse? Est-ce que la distance, est-ce qu'on a pu transformer ça avec le distanciel? Oui. Bon, je vais dire un mot. La problématique, finalement, c'était d'offrir des expériences et des explorations qui permettaient de faire des choix. Oui. C'est ça la technique dont tu parles. Ce que je sais, c'est que, par exemple, à Gobelin, qui est une autre école que tu connais bien de la Chambre de commerce, où on travaille sur l'image et les métiers de l'image, notamment avec les métiers relève de l'impression, du pré-presse, je ne sais pas si ça parle aux gens, de la mise en page, du design graphique, etc. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des activités qui ont été menées à distance et que finalement, grosso modo, les résultats des déterminations des élèves ou des apprenants ont été les mêmes que d'habitude. Ils sont arrivés à faire des choix. Donc la distance n'a pas été un frein. Pas là-dessus, non. Mais parce qu'il y a des dispositifs particuliers justement qui ont été mis en place. De tutorat, d'activités d'exploration avec des évaluations, des soutenances. Et donc ça a permis effectivement que des choix soient opérés. Ok. Très bien. Est-ce qu'on peut prendre peut-être une... Merci Sandrine. Je ne sais pas si vous, les autres intervenants, Luigi, Cynthia, Patrick, voulaient intervenir sur ce sujet, mais je pense qu'en effet, ça peut paraître complexe au début, mais finalement, ce système, si l'objectif est d'explorer, et de ne pas être en présentiel, l'exploration, je pense qu'on peut trouver d'autres moyens justement d'explorer, de découvrir différents aspects. Est-ce qu'on peut peut-être, Sophie, une deuxième question? Je vais continuer avec les questions. Donc, Antonella Lorenzi écrit « Comment fait-on pour passer de la parole à l'action dans le cadre de l'apprentissage de la langue, puis à une mise en parole en français ?» C'est ce qu'on avait déjà traité dans les questions. Oui. Puis-je essayer Cynthia, oui. de donner une contribution sur ça? Alors, pour passer à l'action, en effet, il faut l'action. C'est ma réaction immédiate, c'est-à-dire que, en effet, il faut guider toujours, donc en donnant des tâches très précises, comme le disait tantôt aussi Luigi, guider l'élève dans l'écoute d'abord de petites vidéos ou d'exercices d'écoute qu'on peut faire avec un monde de matériel qu'il y a, aussi didactique en ligne, et aussi accueillir l'erreur de l'élève quand il parle, c'est-à-dire le guider de façon critique à évaluer ses réponses, auto-évaluer,
Donc, comprendre ce qu'il doit améliorer dans l'oral, mais aussi en le guidant dans la production orale. Par exemple, l'exposition d'un argument, de quelque chose qu'il aime, dans quelque chose qu'il veut présenter à ses copains, je ne sais pas. J'enseigne au lycée hôtelier, donc la présentation du Calisson-D, son histoire, la préparation. Mais ce qui est important, c'est pour l'action, c'est de faire des pas qui sont proportionnels, c'est-à-dire de bien donner des tâches qu'en effet l'élève puisse faire. Et donc c'est ça que pour passer à l'action, il faut passer à l'action, mais l'action guidée. Oui, moi je pense qu'on est, Cynthia, sur le même aspect sur l'aspect, pour rentrer dans le détail, de l'unité didactique avec les activités de réemploi. Et pour moi, la distance n'est pas un frein. À partir du moment où le cours en présentiel était bâti sur une unité didactique dont l'objectif en fin de cours est d'avoir des activités de réemploi qui permettent à l'étudiant de pratiquer en situation, enfin tous les principes de l'actionnel où on a déjà dépassé le temps. Alors, j'ai peur, effectivement, je suis désolée, j'ai peur qu'il faille se séparer. On a une autre table ronde qui va suivre dans un quart d'heure. Non, vraiment navré. Bon, à une question près, je pense qu'on a réussi à gérer le temps. Je vous remercie en tout cas tous pour votre contribution parce que vous avez été non seulement très stimulants, très intéressants. On a vu les questions sur les chats. Alors, je suis désolée aussi de ne pas vous permettre de répondre aux questions. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez en tout cas nous écrire à l'Institut français, on les relaiera. Et puis, voilà, je voudrais remercier personnellement, évidemment, Alexandre Hall, Sandrine Brissot, Luigi Zamartino, Cinzia Villa, Patrick Courtin, mais aussi les attachés de coopération pour le français, Nelly Mousse qui pourrait apparaître peut-être pour faire un petit coucou, Virginie et Elena qui sont avec nous aussi et qui nous ont soutenus en traitant justement au fur et à mesure les questions. Merci à tous, c'était très intéressant et puis nous on sait qu'on a un passif et donc forcément qu'on va continuer à travailler ensemble. Donc je vous dis à bientôt, c'est juste un au revoir. Merci beaucoup Sophie, c'est un plaisir pour moi et merci à tous les intervenants à nouveau. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir et vive le FLE. Exactement, et vive le français pro, s'il vous plaît. À très bientôt. Oui. Ciao. Merci. Ciao. Ciao, ciao. La Fédération internationale des professeurs de français. Vous connaissez ? Elle anime depuis 1969 le réseau mondial des associations d'enseignants de français, soit plus de 200 associations dans près de 130 pays et 80 000 enseignants de français à travers le monde. Mais concrètement, quel est son rôle ? La FIPF renforce ces associations en organisant des formations pour leurs responsables, pour qu'ils puissent mieux les gérer et ainsi promouvoir le français dans leur pays. Avec ses partenaires, elle soutient les associations et les professeurs dans la conception de projets innovants et pilotes pour développer l'enseignement du français. Les congrès mondiaux et régionaux à l'initiative de la FIPF rassemblent des centaines d'enseignants de français, d'étudiants et de chercheurs. Ils sont l'occasion d'échanges personnels et d'activités culturelles très enrichissants autour de conférences, de communication scientifique et d'ateliers de pratiques pédagogiques. La FIPF, c'est aussi l'organisation d'activités pour les élèves, étudiants et enseignants pour donner envie d'apprendre le français. C'est l'édition de revues scientifiques et pédagogiques qui contribuent au développement de la didactique du français et à l'amélioration des compétences des enseignants. Bref, la FIPF est au service de la communauté internationale des professeurs de français et joue un rôle important au cœur de la francophonie.
L'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie qui appuie ses États membres sur le chantier important de l'éducation et de la formation. Basé à Dakar, l'IFEF conduit avec l'appui des partenaires de la francophonie des actions en éducation de base et de la formation en accordant la priorité au sous-secteur de l'éducation de base et de la formation professionnelle et technique. Actif sur 3 continents, Afrique, Asie et Amérique, et dans plus de 20 pays, il appuie les États et gouvernements dans la mise en œuvre de l'agenda pour l'éducation 2030. L'éducation et la formation constituent un défi majeur à l'échelle de la planète, et plus particulièrement en Afrique, où une jeunesse majoritaire est confrontée à des systèmes éducatifs débordés et peu efficients. L'IFEF propose des programmes phares tels que École et langue nationale ELAN, qui appuient les ministères de l'Éducation dans leur volonté de faire de l'enseignement bilingue français, langue nationale maternelle, un vecteur d'amélioration des résultats scolaires au cycle primaire. Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, IFADEM, qui contribue à l'amélioration de l'accès à une éducation inclusive et de qualité, du et en français, par le renforcement des capacités professionnelles des enseignantes et enseignants et des personnels de supervision de l'éducation de base. Copiloté par l'AUIF et l'OIF, IFADEM concerne aujourd'hui une quinzaine de pays francophones, majoritairement en Afrique. Formation et insertion professionnelle, FIGE, qui soutient l'élaboration de politiques publiques visant à relier la formation professionnelle avec les compétences attendues sur le marché du travail, ainsi que l'accompagnement dans l'élaboration des programmes de formation pour favoriser leur pertinence au regard du marché de l'emploi. Un outil KIX, partage de connaissances et d'innovation, un projet conjoint entre le Partenariat mondial pour l'éducation et le Centre régional de développement international. KIX est piloté par le consortium AUIF, Confemen et OIF et œuvre à l'amélioration des politiques publiques d'éducation dans 21 pays d'Afrique francophone et lusophone. Enfin, un dispositif de centres régionaux francophones qui joue un rôle fédérateur dans la coopération entre les divers acteurs régionaux, nationaux et locaux actifs dans l'enseignement du et en français. Basé en Asie-Pacifique et en Europe centrale et orientale, les CREF renforcent les capacités des professeurs de français, langue étrangère, en particulier des enseignantes et enseignants débutants et ceux bénéficiant d'une faible exposition à la formation continue. Pour plus d'informations sur les programmes, visitez le site www.ifef.francophonie.org. L'IFEF pour une éducation inclusive et de qualité pour toutes et pour tous. Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à New York. Le droit des femmes stagne dans le monde et dans l'espace francophone. Alors elles ont marché ensemble dans les rues de New York lors de la Journée internationale des femmes. Elles sont venues de toute la francophonie à l'ONU pour porter la position de leur pays sur le droit des femmes.